Curieuses et curieux de nature, amis écolosophes. Bonjour, bienvenue sur la chaîne dédiée à l'écolosophie, approche holistique de la nature et du vivant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener poser notre regard sur la beauté des fleurs du printemps. Je suis donc sortie et j'ai pris des photos. Et voici, découvrez la beauté de la fleur de camélia, la fleur de ficaire, de violette, la pulmonaire. Apprécions aussi la beauté de la fleur de jonquille et notre fleur de pissenlit rayonnante. Ok. Et la ravissante et délicate fleur de pâquerette. Bon. Et la rayonnante aussi fleur de calendula. Ben quoi? Ça c'est pas une fleur de pissenlit? Ça c'est pas une fleur de pâquerette? Et ça c'est pas une fleur de calendula? Ah mais ça c'est le bouquet. Ok, je capitule. Allez, trêve de plaisanterie. Je vous amène découvrir l'univers des composés ou astéracées. En fait, chez ces plantes, ce que nous prenons à première vue pour une fleur est en fait un bouquet de minuscules petites fleurs réunies en une inflorescence que nous appelons capitule. Et c'est le cas pour la plante du pissenlit, la pâquerette, la marguerite, la camomille, la chicorée, la laitue, le fleur de tournesol et aussi l'artichaut. Voilà, des plantes très connues qui font partie de la famille des composés. Si les curieux de nature, comme les jardiniers passionnés et les botanistes, avaient déjà pu observer cette particularité de floraison de ces plantes communes, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les ouvrages de botanique décrivent surtout les plantes de façon descriptive. Par exemple, nous avons le merveilleux ouvrage de Gaspard Bohain, précurseur de la classification botanique, né à Bâle en 1560. Son ouvrage monumental recense environ 6000 plantes. Et les plantes à capitules, marguerites, chardons, pâquerettes, etc., y sont regroupées selon leur ressemblance. Cependant, la structure du capitule n'est pas encore expliquée comme une inflorescence composée. Ces ouvrages sont donc des étapes taxonomiques. Elles classifient, mais elles ne font pas encore de description morphologique. La description morphologique ou plus détaillée de la composition des capitules sera décrite et répertoriée dans un ouvrage pour la première fois en 1740 par le botaniste hollandais Adriaan van Rooyen. Ce botaniste va comprendre que la marguerite par exemple, ou le tournesol, le pissenlit, n'est pas une fleur unique, mais un bouquet de petites fleurs réunies les unes contre les autres, formant ce qu'on appelle aujourd'hui un capitule, pouvant aller d'une centaine de fleurs jusqu'à un millier de fleurs, comme pour le tournesol. Extraordinaire! Ainsi va se formaliser le nom Composisae. Pour mieux comprendre, je vous propose d'observer une macro d'une pâquerette, puis d'un calendula. Ce qui nous semble être des pétales blancs sont en fait des fleurs ligulées. Fleurs généralement stériles, mais qui ont un rôle important que nous verrons un petit peu plus tard. Ensuite, ce qui forme le cœur jaune, c'est ce petit bouquet de petites fleurs dites tubulées. Ces fleurs qui, elles, sont fécondes et qui produiront les graines. Les fleurs tubulées en périphérie s'ouvrent les premières, une fois butinées, fécondées, et de nouvelles fleurs vont s'ouvrir au fur et à mesure
de la périphérie vers le centre. Voyons pour le calendula. Même structure en fait que pour la pâquerette. Ce qui nous paraît être des pétales, des longs pétales, sont les fleurs ligulées. Puis, au niveau du cœur, on voit ces magnifiques petites fleurs tubulées, bien ouvertes, en périphérie. Et au centre, les fleurs tubulées sont encore en bourgeon et s'ouvriront au fur et à mesure. C'est absolument magnifique. Mais continuons encore avec un petit peu d'histoire de la botanique. Car au début du XIXe siècle, Alexandre-Henri Gabriel, vicomte de Cassini, magistrat et botaniste français, étudia en détail les organes de ces fleurs minuscules et posa les bases de la botanique moderne des astéracées. Et Henri Cassini est peut-être la figure la plus importante après Royan pour expliquer la famille des astéracées ou des composés. Ainsi, Henri Cassini est souvent considéré comme le véritable fondateur de la cynanthérologie. Ouais, un nom assez compliqué pour dire en fait quelque chose de très simple. Cynanthérologie pour parler en fait de l'étude scientifique des astéracées. Deux autres botanistes ont ensuite consolidé cette compréhension des astéracées ou des composés. Le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candolle, ainsi que le botaniste et médecin prussien Christian Friedrich Lessing, frère du peintre Karl Friedrich Lessing. Lessing était un spécialiste des astéracées. Il publia en 1832 à leur sujet un traité nommé Synopsis Generum Compositarum. Ainsi, les conclusions de la cynanthérologie va permettre de diviser les capitules des astéracées en 4 groupes. Les liguliflores, par exemple la chicorée, pissenlit, l'apsane, où le capitule est composé uniquement de fleurs ligulées, parfois appelées demi-fleurons. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres. J'ai cité les principales. Mais en commentaire, vous pouvez y citer toutes les liguliflores que vous connaissez. Il y a les tubuliflores, comme la circe ou la tanésie, dont le capitule n'est composé que de fleurs régulières tubulées, ou fleurs tubulaires, parfois appelées fleurons. J'en ai cité que 2, mais il en existe bien d'autres. Si vous connaissez d'autres tubuliflores, vous pouvez aussi le partager en commentaire. Merci. Ensuite, il y a le groupe des radiés, dont les fleurs périphériques sont ligulées, entourant un disque de fleurs tubulées, comme pour la marguerite, la pâquerette, le calendula ou le tournesol par exemple. Pour cette catégorie des radiés, j'en ai cité que 4, mais il en existe bien d'autres. Alors n'hésitez pas en commentaire de citer toutes celles que vous connaissez. Merci. Mais il y a un dernier groupe, le groupe des labiatiflores. Ce sont des ligneuses tropicales, telles que les mutisia, qui sont composées de fleurs zygomorphes bilabiées. Mais le mieux, c'est d'aller faire un petit peu de terrain. Je vous invite, allez, on y va. On va aller dehors et on va aller regarder un pissenlit et la différence avec une pâquerette. La pâquerette faisant partie des radiés, de la classe des radiés, et le pissenlit des liguliflores. Et vous allez bien pouvoir comprendre en fait cette différence. Observons ensemble un pissenlit à la loupe. Regardez. Ceci est une fleur. Une fleur. Voici une fleur avec son pétale, son pistil, ses étamines.
Et chaque languette enflaire une fleur ligulée, une fleur à part entière. Et voici notre capitule de pissenlit, formé donc de plusieurs petites fleurs ligulées. Dans le pissenlit, on comprend qu'il n'y a pas de fleurs tubulées, c'est vraiment que des fleurs ligulées. Magnifique! Celles du centre encore ne se sont pas épanouies. Voici un magnifique capitule de pâquerettes. Tout autour, ce qu'on appelle la corolle, est formé de fleurs ligulées. Chaque pétale est une fleur ligulée. Fleurs stériles pour la pâquerette. Au centre, ce qui forme le cœur jaune, c'est le bouquet des mini petites fleurs tubulées qui, elles, sont fertiles et produiront les graines une fois butinées. Elles commencent à s'ouvrir par la périphérie et au fur et à mesure, ça s'ouvrira jusqu'au centre. Voici un autre capitule de pâquerettes. Et celui-ci est intéressant parce que les fleurs tubulées sont pratiquement toutes ouvertes, ce qui donne cette apparence de cœur bombé. Et à présent, découvrons cette subtilité des astéracées ou des composés dans ce choix de structure florale. Déjà, on comprend que d'avoir cette multitude de petites fleurs, il y aura une production bien plus importante de graines qui pourront donc être répandues pour de futurs plants. Mais il y a quelque chose de fabuleux dans la structure des ligules. Ces ligules, ces pétales allongés, ont la particularité en fait de se refermer quand vient le soir, ou même par temps de pluie en journée, quand l'air se refroidit, que la pluie menace, pâquerettes ou pissenlits vont se refermer. Les ligules protégeant ainsi les fleurs donc de l'intérieur du capitule. C'est du génie. Pour les ligules par contre des pissenlits, il y a une autre particularité. C'est que le jaune, le pigment jaune de ces pétales, par contre, emmagasine la chaleur. Et ça, c'est super important parce que quand le pissenlit fleurit, et vous vous rappelez que c'est une des premières fleurs du printemps, l'air est encore assez quand même frileux. Et en fait, il est comme un mini radiateur, ce pissenlit, ce qui va favoriser la venue des insectes qui vont, en plus d'avoir des premières nourritures au sortir de l'hiver, auront aussi cette chaleur émise par le pissenlit. Autre particularité des ligules composant les corolles des fleurs faisant partie de la catégorie des radiers par exemple, pour la marguerite, la pâquerette ou le calendula. Ces pétales ont la particularité de jouer avec les UV. Ainsi, cela va créer des signaux visibles pour les insectes, invisibles à nos yeux, mais que les insectes voient comme des pistes d'atterrissage en fait. Ce qui va permettre donc à la fleur de dire « Youhou, ici !» Et ce phénomène est nommé nectar guide. Bon. Curieuses et curieux de nature, écolosophes, chers amis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, merci de liker, de commenter. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. En tout cas, un grand merci pour mes premiers abonnés. C'est super encourageant. Dans cette approche holistique du vivant qui me passionne, si par contre vous avez des sujets particuliers qui vous intéressent, vous pouvez me les communiquer et je verrai si effectivement j'ai de quoi répondre à vos questions. Ce serait un grand plaisir aussi. Allez, je vous dis à dans 15 jours.
Bye.